Salut la communauté, encore une fois c'est Pépé qui vient vous présenter un autre jeu de rôle. Cette fois-ci je retourne dans le plus classique. Je m'étais éloigné beaucoup en allant dans des territoires un peu plus, on va dire, obscurs, ou du moins un peu plus indie avec des jeux comme Morgborg ou même encore à la limite Alien qui prend de plus en plus de popularité à mesure que le temps passe et que la version française est maintenant disponible. Mais cette fois-ci, par contre, je voulais vraiment prendre le temps de venir vous présenter quelque chose que j'aime beaucoup, en fait, qui a une place particulière dans mon cœur, même si cette place-là a évolué avec le temps et que c'est devenu, on va dire, euh, autre chose. Ça a pris une autre dimension et tout ça. Je voulais venir vous parler, en fait, de l'appel de Cthulhu. Oui, c'est un gros incontournable. Septième édition. Septième édition de l'appel de Cthulhu. Pourquoi est-ce que je voulais parler de ça? Parce que, ben, déjà, je viens de recevoir les livres, déjà. Edge Entertainment m'ont également envoyé la campagne Berlin la dépravée, l'espèce de setting qui se déroule à Berlin après la Première Guerre mondiale. Il va y avoir des belles affaires qui s'en viennent par rapport à ça. Mais je voulais surtout venir vous parler en fait de l'appel de Cthulhu, la 7e édition. Je vais pas prendre le temps de développer sur chacun des ouvrages qui est présenté, parce que je crois qu'un tant soit peu vous connaissez les jeux de rôle, un tant soit peu que vous êtes dans le milieu du jeu de rôle, vous avez déjà entendu parler de l'appel de Cthulhu d'une manière ou d'une autre. C'est pas un vidéo explicatif sur qu'est-ce qu'est l'appel de Cthulhu, mais bien sûr, même si je vais en aborder un petit peu, c'est vraiment juste pour me donner mon pouls personnel sur cette 7e édition, cette 7e et ultime édition, en quelque sorte, qui vient de sortir, bon, plutôt qui est sorti depuis un méchant bout, mais qui vient d'être traduit en français après les déboires des dernières années. Je vais y revenir. Dans le fond, l'appel de Cthulhu, il faut vraiment le dire rapidement. L'appel de Cthulhu. L'appel de Cthulhu a été créé par, dans le fond, C.D. Peterson en 1981. Le titre, bien sûr, vient de la nouvelle de H.P. Lovecraft, L'appel de Cthulhu. Ça a été édité par Chaosium en fait, depuis vraiment le début. Et ça a été publié en français par les Jeux des cartes jusqu'en 2005. Et ensuite, la licence a eu un gigantesque boom chez les éditions Sans Détour dans les environs de 2008, il me semble, je crois. Qui est d'ailleurs, je crois, le premier jeu de rôle que je me suis acheté ever quand j'étais encore un jeuneau qui débutait sa vie de rôliste, qui explorait d'autres choses que Donjons Dragons avec ses amis. Ça a été le premier jeu de rôle que j'ai acheté, ça a été l'Appel de Cthulhu 6e édition, et suite à ça, ça en est déboulé, dans le fond, une descente aux enfers dans l'univers des jeux de rôle, où est-ce que je me piquais dans le soir, dans les veines directement, avec différents types de jeux, en explorant toujours de plus en plus les choses les plus obscures et inimaginables. De plus récemment, par contre, vu les dernières années, les éditions Sans Détour ont fermé. Il y avait eu l'aval pour faire la 7e édition. Malheureusement, on s'entend, c'est tout dépendant où est-ce qu'on se situe par rapport à cette histoire-là. Bref, les éditions Sans Détour ont fermé et la licence a été reprise par Edge Entertainment qui ont décidé d'y aller avec, disons, une traduction plus telle quelle de la version anglaise. Parce que les éditions Sans Détour adaptaient, si on veut, la version anglaise à leur propre version française. Ils prenaient ça puis ils faisaient un tout autre ouvrage, tout autre visuel, toute autre approche, tout en gardant bien sûr les mêmes règles, mais il y avait une personnalisation qui leur était propre. Ça, je leur donne. Par contre, ce que a fait Edge Entertainment est, ma foi, très louable. Et c'est là-dessus en fait que je veux surtout m'attarder, parce qu'au final, des fois c'est pas difficile de se retrouver un peu. Là, on est dans la version V7, la V6 qui a été très populaire, il y a la V7 de Edge, la V7 de Sans Détour qui est encore trouvable ici et là sur certains sites de revente, mais que les volumes ont des prix extravagants et tout ça. Fait que là, on se demande surtout qu'est-ce qu'on achète, où est-ce qu'on s'en va avec ça et tout. Ben, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment l'appel de Cthulhu et qui se demandent un peu, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que Cthulhu? Cthulhu est une créature qui est apparue dans des épisodes de South Park. En fait, Cthulhu, on dirait que j'étais sur le bord de faire une liste exhaustive de tous les endroits où on a vu Cthulhu, sauf que je me rends compte que c'est absolument impossible parce que c'est devenu un icône très reconnu de ce qu'on appelle l'espèce d'horreur cosmique. Je vais y revenir ça aussi, mais c'est un icône qui
disons, qui a vraiment été popularisé dans plusieurs ouvrages, dans plusieurs livres, dans plusieurs œuvres de fiction, autant au cinéma, à la télévision, en littérature, en BD, name it, en jeu de rôle. Il existe beaucoup d'autres compagnies parce que maintenant que les œuvres de Lovecraft sont rendues un bien public, dans le domaine public, il y a beaucoup d'autres compagnies qui sont lancées aussi dans leur propre version du mythe, que ce soit Trail of Cthulhu, Dark Cthulhu, Mythos, quelque chose que j'ai oublié le nom, Ashton Cthulhu. Il y en a il y en a pour les fins, les fous. Delta Green, la version de Delta Green qui a été reprise récemment par Art Dream Publishing, il me semble. Bref, c'est un gros morceau. C'est un gros morceau qui est maintenant très reconnu. Et c'est quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup ça, peut sembler peut être un peu intimidé face, disons, à la quantité de stock disponible sur le marché. Et qu'est-ce que la thématique? Les thématiques abordées déjà, l'Appel de Toulouse, c'est un jeu d'horreur, on s'entend. C'est une philosophie qui va vraiment vers ce qu'on appelle le cosmicisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de présence divine reconnaissable comme un dieu ou l'univers dans l'univers, mais c'est bien que les humains en fait soient vraiment insignifiants dans le cadre de quelque chose qui est vraiment beaucoup plus gros qu'eux. L'existence de créatures intergalactiques qui voient l'être humain comme étant un grain de poussière, tout simplement. Et c'est vraiment ça vient refléter, si on veut, le style de Lovecraft dans ses nouvelles, et c'est aussi un peu le style qui a été abordé dans le jeu de rôle en bonne partie, parce que ça a été déblatéré sur plein d'autres sous-genres également. Mais le cosmicisme met de l'avant ça. C'est un horreur qui est très anxiogène, qui est très tourné vers l'anxiété du néant, vers le vide cosmique, qui est très tourné vers la petitesse de la vie humaine, de ce qu'on représente, et du désespoir face à ces forces qui sont d'une puissance impossible à rivaliser, en quelque sorte. Même si ça peut paraître pessimiste, ça c'est intéressant, je voulais mettre de l'avant, même si ça peut paraître pessimiste, H.P. Lovecraft considérait pas vraiment ça comme du pessimisme ni de l'optimisme, mais il voyait ça comme une certaine forme d'indifférence, en quelque sorte. Il y a comme là la nuance, l'indifférence face à le plus grand et le plus gigantesque face à l'être humain. On dirait que ça dépend du point de vue. Pour certains, ça peut être pessimiste, mais pour ces grandes créatures-là, il y a une certaine indifférence face à notre existence. Nous ne sommes qu'un clignement d'œil dans le temps, en fait. Et bref, c'est un peu l'espèce de thématique qui est mise de l'avant dans l'Appel de Cthulhu. C'est cette horreur-là qui est, ma foi, souvent impossible à décrire, qui va, dans le fond, chercher des aspects de la psyché humaine qu'on n'est pas habitué. C'est beaucoup tourné sur la santé mentale. C'est dans les thématiques. C'est très historique aussi. Ça, je pense que c'est une des choses qui m'a le plus, on va dire, marqué lorsque j'ai commencé à jouer. C'est que le cadre de base se veut les années 20, les années folles. Un moment charnière, si on veut, dans l'histoire où il y avait plein de nouvelles possibilités, autant professionnelle que sociale et aussi expérimentale, avec plein de sciences qui étaient poussées vers l'avant, qui allaient vers d'autres fronts. Et mais n'empêche que vous n'êtes pas obligé de jouer dans ce setting-là. Il y a vraiment beaucoup d'autres choses qui a été exploré, comme l'époque moderne aussi, justement via Delta Green, qui est comme une espèce d'équivalent de les X-Files en quelque sorte, et plein d'autres choses, justement, au travers des différents ouvrages qui sont sortis autant avec la V6 de Sans Détour que les autres éditions. Il y a beaucoup d'autres périodes historiques qui ont été mis de l'avant, et c'est surtout ça un peu, ça je trouve que c'est quand même très important, très primaire, si on veut, à la base de vouloir jouer du Cthulhu, c'est que vous allez jouer dans un cadre précis qui existe en quelque sorte dans notre monde, que ce soit dans notre histoire ou à notre époque aujourd'hui, mais c'est pas dans un univers inventé, ou du moins, on va dire à la base, vous pouvez bien faire ce que vous voulez dans un jeu de rôle, sauf que à la base, vous n'allez pas vous amuser dans un univers de trucs machin chouette, là, ça va se passer à tel endroit aux États-Unis, dans la petite ville de Innsmouth, puis that's it, là. Mais n'empêche que vous n'êtes pas obligé de jouer dans les années 20, même si c'est le setting, on va dire, de base qui est proposé. Le système de jeu, concernant le système de jeu, c'est quelque chose de, on va dire, c'est le basic role-playing. C'est un système de jeu qui a été inventé par Chaosium et qui est utilisé aussi pour d'autres de leurs jeux, comme RuneQuest ou même leur jeu
en lien avec les Pendragons, je crois que ça s'appelait, là, sur les légendes arthuriennes. C'est un système décent, très facile à prendre en main. On s'entend, c'est facile. C'est pas narratif. C'est pas un système qui est narratif, c'est pas du Dungeon World où est-ce qu'on lance juste 2d6 et que c'est très très rythmé, rapide et qu'il y a de l'influence qui se fait et de l'intervention qui se fait entre les joueurs et le DM. C'est plus classique, on s'entend. C'est très classique comme système. C'est un système de pourcentage. Souvent, vos personnages vont avoir des compétences, un peu à la manière de Donjon Dragon, qui vont être marquées par pourcentage. Et vous allez devoir lancer des dés pourcentages, des 5 et des 10, pour savoir si vous réussissez ou non votre action. Vous devez avoir en dessous de votre seuil de pourcentage. Donc, admettons que vous avez 50 en pilotage et que vous tentez de conduire un bateau, vous devez avoir en bas de 50 lorsque vous lancez votre jet pour pouvoir réussir votre action. La V7 a apporté, dans le fond, on va dire des paliers de réussite. Vous pouvez avoir une réussite normale, une réussite supérieure, puis l'équivalent d'une réussite extrême selon, dans le fond, à quel niveau votre pourcentage, à quel niveau est-ce que vous avez lancé par rapport à votre pourcentage. C'est pas quelque chose d'intuitif, je dirais. Je donne le mérite à la compagnie d'avoir voulu, on va dire, apporter une certaine nouveauté au système, parce que le système de jeu est le même, sensiblement le même depuis les tout débuts. C'est le même système, c'est le role-playing game system qui est utilisé pour Call of Cthulhu. À quelques exceptions près, je sais qu'il y a eu une version de D20, semblerait, selon les légendes obscures. Mais sinon, c'est le même système de jeu qui est utilisé et ça fait en sorte que ce n'est pas... ça peut paraître un peu vieux, ça peut paraître un peu clumsy, c'est très différent de ce qu'on est habitué aujourd'hui. Par contre, je leur donne le mérite d'avoir voulu comme pousser ça un peu plus loin dans la 7e édition. C'est l'édition où est-ce qu'il y a le plus d'avancement côté système, même si on s'y retrouve très bien. C'est pas du tout... c'est pas un autre monde, là, ça se retrouve très bien. Par contre, c'est très... c'est très vieux jeu, il faut que vous soyez habitué. Mais ça permet aussi de pouvoir jouer très facilement, d'adapter des scénarios qui viennent de d'autres éditions à celle-ci, que ce soit la 6, la 5, la 4 ou peu importe. Ça vous permet de pouvoir prendre vraiment les scénarios que vous voulez et les adapter à la 7e sans problème, ce qui fait en sorte que le jeu est très rétro-compatible en soi. Et ça, d'après moi, c'est une des grandes forces parce que la V6, quand j'étais tombé là-dedans, il y a de nombreuses années, dans le grand chaudron de la V6, j'ai commencé à acheter des livres comme un défoncé. Là. Je vous l'avais dit, j'étais accro à ce jeu-là. Et j'en ai acheté. Puis quand la V7 est sortie, j'étais comme, ah mon Dieu, ça y est, je vais comme perdre tout ce que j'ai. Puis, oh non, il va falloir que je m'achète des nouveaux livres. Et ça a pris vraiment du temps avant que finalement j'embarque dans la V7 parce que je voulais pas passer. Mais au final, on s'en fout, là. C'est super facile à passer d'une édition à l'autre, là. Mes aventures de la V6, je vais pouvoir continuer à les jouer. Et c'est ça, une des beautés de la chose, en fait. Outre, dans le fond, les pourcentages, vos personnages, tout va dans le très simple. Le système fait en sorte que vos personnages sont très communs, sont très normaux, ont une certaine fragilité. Vous n'allez pas dans le héroïque, même s'il y a des manières de jouer, on va dire, plus à la pulp, si on veut, plus à la Indiana Jones, un peu plus aventure. Sinon, vous êtes dans le commun des mortels, vous incarnez des investigateurs, au mieux des investigateurs cool, au pire le paysan du coin ou le gars qui travaille dans le supermarché. Bref, vous êtes des monsieur, madame, tout le monde qui vont être confrontés à l'incroyable et le merveilleux et l'horrible surtout d'un univers que vous ne comprenez pas, qui vous échappe, une horreur cosmique où des fois des humains tentent, on va dire, de s'y accrocher. Parce que oui, au-delà de ce que je parlais tantôt avec la thématique du jeu, il y a beaucoup le concept des cultes religieux, des cultistes qui essaient de vouloir, on va dire, comprendre ces forces-là qui habitent autour de nous. Bref, gros coup de cœur en fait pour ce système-là au final, que même si je trouve pas que c'est le meilleur système au monde, c'est pas mon système préféré. Il y a même d'autres jeux de Call of Cthulhu que je trouve qui ont un meilleur système que celui-ci, mais je m'y retrouve bien, je m'y adapte bien, je trouve ça le fun, je trouve ça quand même facile à prendre en main, puis ça facilite, ça apporte vraiment des personnages, on va dire, très monsieur, madame, tout le monde, comme je mentionnais. Côté visuel, on s'éloigne beaucoup. Là, c'est là qu'il y a un gros clash qui se fait entre, on va dire, la V7 de Sans Détour et la V7 de Chaosium, ou plutôt de Edge, je veux dire. Sans Détour avait des images, surtout noir et blanc, des encadrés, tout ça. La version de Edge est colorée. Le livre est de toute beauté. Il y a vraiment des super beaux dessins qui tapissent en fait l'ouvrage à gauche et à droite.
des encadrés, des changements de pages qui sont des pages au complet qui sont, au lieu d'être blanches ou en disons de couleur, des changements de chapitre avec genre, vous voyez ça là. T'sais, bref, il y a je préfère le visuel de Edge Entertainment à celui de Sans Détour. Par contre, ce que je pourrais dire concernant, on va dire, celui de Sans Détour, j'aimais beaucoup leur mise en place, leur mise en page, si on veut, des scénarios qu'ils écrivaient, parce que je trouvais que c'était vraiment très bien expliqué. C'était explicatif de A à Z, avec un résumé, les acteurs importants du scénario, les différentes thématiques qui sont mises de l'avant et tout ça. Alors que dans celui-ci, du moins pour l'instant, c'est moins décortiqué. C'est plus décrit en chapitres avec des longs paragraphes et tout. Je trouve que c'est moins pris en main à ce niveau-là. Mais outre ça, je trouve que le visuel de cette nouvelle édition-là de Edge est comme... C'est super beau, là. C'est vraiment un super beau livre. Concernant ma critique en soi, c'est quasiment la même chose que la 6e édition, à quelques exceptions près. Comme je disais, il a incorporé des nouvelles règles qui sont faciles à implanter d'une édition à l'autre, comme par exemple justement le pourcentage, on va dire les différents paliers de réussite. Mais outre ça, on s'y retrouve. Là. C'est vraiment, si vous avez un temps soit peu joué à l'appel de Cthulhu, à la V6 ou aux autres éditions précédentes, vous n'allez pas être renversé sur votre chaise devant, dans le fond, ce que offre la 7e édition de Edge Entertainment. Recommandation pour qui? Pour les fans du genre, pour les fans de l'horreur. Personnellement, là, c'est là que je tombe dans mon gros bout très personnel. L'appel de Cthulhu est comme, on va dire, c'est mon gros dada depuis que je suis vraiment tombé à 2 pieds dans le monde du jeu de rôle. La V6, justement, je l'ai utilisé au point de la défaire. Là. J'ai décortiqué l'ensemble de ces livres-là. Et comment je pourrais dire ça? Je trouve que c'est comme un couteau à double tranchant. Autant je suis content de voir la popularité que le jeu apporte, autant je trouve que ça fait en sorte que Cthulhu perd de son mystère, en quelque sorte, perd de son aspect étrange, découverte dans l'ombre, l'inconnu. À mesure que le jeu prend de la popularité, à mesure que Cthulhu, cette icône culturelle, devient de plus en plus mis de l'avant, si on veut, dans différents jeux, différentes fictions, je trouve que ça perd un peu de sa saveur face à l'inconnu, face à l'horreur qu'on a de la difficulté à décrire et tout. Et pour ma part, c'est vraiment quelque chose que, malheureusement, ça me fait décrocher un petit peu. Par chance, je me permets de dire que je prends ce jeu-là, puis je l'adapte vraiment à la manière que je veux. Je prends Cthulhu et je fais ce que je veux avec. Au final, je vais twister le mythe, je vais l'adapter, je vais le prendre comme je veux. Puis il y a même des gens qui vont dire oh, mais au final, vous savez, dans le mythe de Cthulhu, certaines choses ne peuvent pas. Je m'en fous, je le prends comme je le veux, puis je le change, puis je fais le jeu que je veux au final avec mon mythe à moi, en quelque sorte. Et je suis vraiment content parce qu'au final, avec mes livres de la 6e édition, comme je peux vous montrer là, j'ai des terrains de jeu à n'en plus finir, que ce soit dans une université au Kenya, à Londres du 19e siècle, ce qu'on appelle Cthulhu Gaslight, ou même encore, qu'est-ce qui soit, j'ai d'autres, dans le plus classique, Innsmouth. Tout ça, c'est des livres de la V6 qui peuvent être vraiment utilisés pour, dans le fond, la V7, parce que justement, l'adaptabilité entre les différentes éditions est vraiment facile, puis je fais ma propre édition, ma propre version, si on veut, de cette V7-là en adaptant un peu les scénarios comme je veux. Puis je vais d'ailleurs probablement faire la gratte repasse. Je vais vraiment refaire une vidéo là-dessus, sur un petit livre très cool qui s'appelle Stealing Cthulhu, qui, dans le fond, justement, explique un peu comment apporter du neuf dans cette mise en place qu'on connaît très bien sur l'horreur cosmique et cette horreur indescriptible. Comment est-ce qu'on peut justement la rendre de nouveau indescriptible. Bref, j'espère que vous avez apprécié ça. C'était ma très courte, ou du moins j'espère qu'elle était courte, je pense qu'elle était un peu plus longue que prévu, critique en quelque sorte de la 7e édition, que je vous conseille fortement, si ça peut vous intéresser, si vous avez été à la 6 et vous voulez passer à la 7, allez-y, je trouve que ça vaut vraiment la peine pour ce que ça apporte. C'est bon de se replonger là-dedans, de revisiter un peu le mythe, de voir comment est-ce que Edge a décidé de traduire ça, d'utiliser la nouvelle moulure, puis d'en faire un produit qui est vraiment de qualité. Pour l'instant, je sais qu'il y a ce livre-là qui est disponible, on va dire le Manuel du gardien, qui est comme le livre de base qu'il vous faut pour jouer.
Si jamais vous en voulez plus, il y a les accessoires du gardien qui permettent d'avoir un écran avec des scénarios et des aides de jeu à l'intérieur. Il y a le manuel d'investigateur qui est surtout pour les joueurs, pour avoir plus d'options de joueurs. Il y a un kit d'initiation qui est disponible aussi pour introduire des gens au jeu. Et ça ressemble pas mal à ça, je pense, pour l'instant. Mais il y a plein d'autres choses qui s'en viennent. Là. Bref, écoutez, abonnez-vous si vous avez aimé ça. Si vous voulez avoir des commentaires, mettez-les en dessous. Je suis toujours ouvert à vous entendre parler. Me parler à moi. Abonnez-vous à notre Facebook. Abonnez-vous à notre page YouTube. C'est super le fun si on aime vraiment ça. Et on se dit à la prochaine fois. Bye!